est extrêmement important, il faut le développer, il faut mettre en place les infrastructures parmi lesquelles, par exemple, les biobanques, il faut penser à des nouvelles modes de collaboration qui sont les data sharing, qui sont extrêmement importants pour la recherche. Et enfin, il faut anticiper tout ce qui est éthique, tout ce qui est réglementaire, et en particulier, il faut beaucoup réfléchir et travailler sur le financement. En général, quand il y a une épidémie, la recherche commence toujours trop tard. Il faut commencer la recherche plus tôt, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut préparer les choses pour non seulement commencer au niveau des flèches vertes, mais commencer au niveau des flèches jaunes et flèches rouges. Alors, nous, effectivement, on a essayé, en 2013, avec Jean-François Delfrécy, notamment, de mettre en place REACTing, qui est un consortium d'institutions françaises, mais très liées au Sud, pour essayer de travailler sur les maladies émergentes, pour essayer de non seulement travailler sur la gouvernance, sur les outils, sur les problèmes, comme j'ai dit, réglementaires et éthiques, et directement avec les pays du Sud, en essayant de vraiment faire de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche dans les sciences sociales et ne pas uniquement travailler sur une partie de la recherche. De faire une recherche nord-sud, de faire une recherche non seulement au niveau des hommes, mais au niveau aussi du monde animal et l'environnement. Mais, et c'est là où je reviens, ça c'est un article qui est paru dans Lancet, pour travailler sur les maladies émergentes, il faut essayer de mettre en place une coalition au niveau international, parce que c'est que comme ça qu'on pourra répondre. Et du coup, il faut un leadership, et c'est vrai que sur le monde émergent, il y a la mise en place de Global Coordination Mechanism par l'OMS pour essayer de mettre en place un cadre où les gens peuvent parler, peuvent collaborer, peuvent coopérer, des gens du Nord, des gens du Sud, les ONG, etc. Alors, il y a eu un certain nombre d'outils sur lesquels je vais revenir qui ont été mis en place. Il y a le blueprint, certains nombre d'entre vous savez de quoi il s'agit. Alors, j'ai avancé. Si on peut revenir un an en arrière, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, l'idée de blueprint, c'est vraiment d'essayer de rendre rapidement disponibles des tests diagnostiques, des vaccins et les traitements pendant les épidémies. Et pour ça, vraiment d'essayer de travailler en amont sur la recherche et le développement de ces outils, pour travailler sur des problèmes réglementaires et pour essayer de travailler même sur le plan méthodologique avec le Sud, comment on peut mettre ça en place rapidement. Dans cette collaboration Nord-Sud, le DCTP a eu un rôle important. Alors, professeur Mboup a beaucoup souligné ça. C'est vraiment un outil formidable pour essayer de faire recherche nord-sud, sud-sud, et vraiment mettre en place des outils, justement faire la recherche, des réseaux qui ont été soulignés par M. Mboup. Il y a des réseaux qui sont plutôt centrés sur les essais cliniques, sur des pathologies. Il y a des réseaux qui sont des réseaux régionaux, et ça fait vraiment du capacity building, et ça permet de promouvoir cette recherche entre le Nord et le Sud. Et l'autre exemple de cette recherche Nord-Sud, qui est pour l'instant uniquement sur les maladies émergentes, sur lesquelles je voulais insister, c'est le GLOPID, et je vais finir avec ça. GLOPID, c'est un consortium de financeurs qui a pour objectif de rendre rapidement les financements disponibles au moment d'une épidémie. Sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a maintenant environ 27 financeurs qui appartiennent au réseau GLOPID, qui a été au départ, c'est la Commission européenne qui a lancé ça. Je voulais souligner ici l'importance d'avoir plus de financeurs des pays africains et des pays du Sud en général. La France, au départ, c'était la Commission européenne qui était le chair, maintenant c'est la France qui a repris, et vraiment c'est une volonté importante. Financer rapidement, extrêmement important. On a fait une enquête, il y a très peu de financeurs, quasiment que Wellcome Trust, NIH et probablement DFID qui peuvent, dans les
semaine après une épidémie, lancer des financements. Donc on a l'idée d'essayer de mettre en place un fonds en demandant, même sur les 27 financeurs, peut-être des sommes pas énormes, mais essayer de mettre en place un fonds de financement avec une gouvernance pour essayer de financer rapidement les épidémies à travers GloBPID. L'idée, c'est aussi de vraiment essayer d'organiser, dans toujours un esprit nord-sud, les priorités de recherche à moyen terme, en essayant de sortir, parce que le monde émergent est toujours sur quelques pathologies qui sont à la mode, d'essayer de sortir, essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer dans un avenir plus lointain. C'est un peu ce que disait Amadou tout à l'heure, pour essayer de voir quels produits on a besoin, quel type de recherche, quels outils, et aller au-delà de ce que dit Blueprint, qui est uniquement sur les 10 pathologies. Voilà, je voulais terminer. Donc, j'ai essayé de baser cette intervention sur, pour finir, des maladies émergentes où beaucoup d'outils ont été utilisés entre le Nord et le Sud, et je pense que ça peut devenir un modèle, et insister sur la collaboration qui est, à mon avis, nécessaire pour répondre vite, mais pour répondre tout simplement. Merci de votre attention. Merci, merci Yazdan. Avant de laisser la parole aux jeunes, qui sont l'avenir, je vais donner la parole à un représentant ici des autorités, en la personne... Non, d'abord les autorités, c'est le dernier mot aux jeunes, qui sont l'avenir. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre, Nicolas Méda, qui est ministre de la Santé désormais au Burkina Faso, pour avoir sa vision à lui en tant que décideur. Merci Françoise, merci aux organisateurs de l'invitation à participer à cet important forum et à siéger dans ce panel très relevé. Françoise a rappelé notre histoire personnelle à tous, la majorité des personnes dans ce panel. Nous avons tous été des chercheurs à un moment donné autour de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales de la France, dans les réseaux bien décrits par Suleiman Boub. Et j'ai aussi partagé avec Amadou Sall et Abdoul Karim la direction d'instituts de recherche aussi avec Yazdan, où nous avions à trouver les solutions pour mieux répondre aux maladies infectieuses ou à toutes les maladies tout court. Maintenant, la vie n'est pas facile. Je suis dans un cabinet ministériel où on n'a pas le temps de voir venir. Le quotidien, c'est la gestion de crise. C'est répondre à des besoins compétitifs. C'est arbitrer toujours des ressources limitées à allouer, choisir les hommes et les femmes à responsabiliser pour l'action et vraiment décider du moment d'agir sur telle ou telle chose. Malheureusement, confronté aux maladies émergentes et réémergentes, aux maladies à potentiel épidémique, on n'a pas ce temps de choisir le moment, puisque leur définition par excellence, c'est d'arriver au moment où on ne les attend pas. Et donc, la meilleure manière de bien faire, c'est de mieux se préparer dans nos pays africains. Et mieux se préparer, c'est ce que l'Union africaine a fait à travers la création de CDC africain. Et mieux se préparer, c'est ce que chaque État a construit à sa manière. Et le dénominateur commun, c'est de disposer d'un Institut national de santé publique. Ce sont ces instruments qui peuvent permettre de mieux préparer parce qu'ils allient la recherche scientifique pour trouver les meilleures solutions de riposte. Ils allient la veille sanitaire pour anticiper sur les menaces à la santé publique et ils allient l'expertise technique et collective pour pouvoir répondre aux grandes questions de manière rapide ou de manière approfondie quand elles sont soulevées. Et avec ces instruments, et c'est ce que j'ai fait, le Burkina n'en disposait pas, donc ma première tâche a été de mettre en place un tel institut. Ça permet réellement, quand ça fonctionne, de cartographier au quotidien les risques
d'évaluer le potentiel épidémique de chaque risque de maladie et d'entretenir une vigilance au quotidien à travers l'eau, l'alimentation, à travers l'environnement, peut-être la surveillance animale pour voir d'où viendra la prochaine épidémie de fièvre hémorragique virale. Tout ça est possible et la surveillance épidémiologique dans la communauté, dans les établissements de santé pour détecter plus tôt, investiguer et riposter précocement pour endiguer à une échelle limitée d'aires de santé les risques épidémiques au lieu d'attendre les épidémies massives telles que nous les connaissons en Afrique. Et pour cela, l'Institut Pasteur de Dakar vient de le démontrer, il faut disposer d'une capacité de diagnostic de référence. Beaucoup de pays ne sont pas au niveau du Sénégal pour ces capacités de diagnostic, mais il faut travailler à être capable de dire voilà de quoi il s'agit quand il y a une menace qui survient. Disposer aussi d'équipes d'intervention rapide qui se mettent en situation chaque fois, qui simulent chaque fois, qui se forment au quotidien pour être en mesure d'être déployés. Et pour être déployés, il y a des instruments utiles que les Africains ne mettent pas en place. Quand je vois l'histoire de chacun de nos pays, c'est un peu la réserve sanitaire. Beaucoup de syndicats combattent cela en disant que c'est pour briser les grèves, mais la réserve sanitaire, c'est des instruments utiles pour être déployés rapidement et laisser ceux qui sont au quotidien dans les hôpitaux travailler dans leurs fonctions. Mais ça ne se fait pas et pourtant ce serait très utile. Disposer aussi de stocks stratégiques en fonction des risques qui ont été identifiés pour ne pas taper dans les stocks du quotidien et déséquilibrer un peu l'offre de soins et l'offre de services au quotidien. C'est bien sûr construit sur des services cliniques qui réellement agissent au quotidien pour prévenir les infections associées aux soins. Aujourd'hui, n'importe quelle épidémie de fièvre hémorragique virale, c'est les services cliniques qui sont en premier lieu décimés quand cela survient et pourtant on a tous les instruments de prévention des infections associées aux soins pour éviter de décimer la première ligne. Enfin, l'architecture institutionnelle que nous devons construire, c'est vraiment disposer au niveau national d'une capacité de veille, de comités nationaux de gestion des épidémies déclinés sur tous les niveaux de décentralisation et chaque pays, au sein des instituts nationaux de santé publique, doit disposer d'un centre pour les opérations de réponse aux urgences sanitaires. C'est un peu tout ce que j'ai essayé de construire quand je suis arrivé, parce que ça n'existait pas. Et cela n'a été possible qu'avec les réseaux qui ont été constitués, avec les partenaires techniques financiers qui accompagnent ce genre de choses. Et ces dispositifs doivent travailler au quotidien dans la formation des équipes, recruter des jeunes formés en épidémiologie, formés en laboratoire, formés en environnement, médecine vétérinaire. C'est tout cela dans l'approche Une seule santé, One Health, que nous avons essayé de construire en mettant en place à l'Université de Ouagadougou une formation des épidémiologistes de terrain qui regroupe des vétérinaires, des médecins, des pharmaciens, des biologistes, pour réellement avoir les hommes qu'il faut pour agir sur ces maladies émergentes et réémergentes. S'engager aussi avec la communauté. Vous avez vu que tout ce qui se fait en réponse aux épidémies, s'il n'y a pas l'engagement communautaire, il y a toujours des difficultés. L'épidémie passée d'Ebola nous a montré, l'épidémie actuelle à RDC montre que la communauté est centrale. Bien sûr, l'insécurité montante dans notre région du Sahel ou ailleurs, c'est des freins à la réponse idoine à l'ensemble de ces maladies. Aujourd'hui, on n'arrive pas à endiguer l'épidémie d'Ebola à RDC parce que les rebelles empêchent toute pénétration d'équipes soignantes dans les différents espaces. Et enfin, ce qui manque le plus dans nos espaces, c'est les ressources financières.
Et donc, c'est un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. J'en ai vu beaucoup dans cette salle. Je vois Pape Salif Sow, qui est maintenant un partenaire technique et financier. Je vois la fondation Bill et Melinda Gates. Et vraiment, on a besoin de tous ces partenaires pour nous accompagner à asseoir les outils d'anticipation et de travail de prévention pour ne pas être au quotidien dans la réaction et dans la réaction en retard. Merci. Merci, merci Nicolas, merci Monsieur le Ministre. On va passer maintenant la parole aux jeunes pour quasiment le dernier mot, avant peut-être une ou deux questions du public, mais j'aimerais bien avoir sa perception des choses pour la réponse aux épidémies. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Merci, la Présidente. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier les différents organisateurs et ma faculté de m'avoir donné l'opportunité de participer à un tel forum. Je suis Kamisoko Suleiman, étudiant en 5e année de pharmacie à l'Université des sciences et techniques et des technologies de Bamako. Aujourd'hui, je veux parler sur les points de mon association. Je suis président de la commission scientifique de l'Amicale des étudiants en pharmacie du Mali. L'un de nos premiers objectifs, c'est de participer à l'amélioration de la santé au Mali. Alors, à travers nos activités, nous organisons des semaines de santé. Et ces semaines de santé nous permettent non seulement d'être en contact étroit avec la population, mais également de pouvoir divulguer, sensibiliser cette population, les éduquer par rapport à ces différentes pathologies. Et cette année, nous avons mené une étude sur la tuberculose, également fait des sensibilisations sur l'hépatite dans les différents lycées de l'ensemble de la ville de Bamako. En dehors de Bamako, à travers nos semaines, nous disons aux populations, les aider et également leur rassurer sur leur pathologie ainsi que leurs parents. Mais pour ne pas être trop long, avant de laisser la parole, je pense que mon prédécesseur, président de la commission scientifique de la FESPAO, a dit qu'il faudrait que la jeunesse, les leaders et le monde se tournent vers la recherche sur les plantes. Je prends l'exemple sur un médicament traditionnel amélioré au Mali, l'hépatizane, qui est à base de combreton micraton, seulement à 850 francs, utilisé contre les maladies du foie, c'est une cholérétique. Si nous pouvons investir dans la recherche sur les plantes, pourquoi ne pas investir sur le combreton micraton ou bien d'autres plantes pour pouvoir éradiquer l'hépatite C, comme l'a dit le professeur hier. Mesdames et messieurs, ceci était un peu notre contribution, voire notre vision du monde futur. Merci. Merci, merci beaucoup pour ces quelques mots. Je sais qu'il est très tard, mais s'il y a une ou deux questions dans la salle, oui. En plus, deux questions venant de femmes, je ne peux pas refuser, puisque nous avons un panel uniquement d'hommes. Cette fois, c'est toi d'abord. Merci beaucoup. Ma question est en rapport avec les épidémies, en particulier Ebola. Je vais faire écho à ce que mon confrère du Burkina Faso a dit. Le monsieur qui a bien dit que pour répondre, il faut être préparé. Et aussi en rapport avec les crises auxquelles on fait face. Ma question s'adresse à monsieur de CDC Africa et d'autres partenaires ici dans la salle. Nous connaissons tous la situation qui est
en République démocratique du Congo. On sait que les pays avoisinants sont en danger, entre autres le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Et mon impression est que les partenaires ou les bailleurs, ils attendent qu'il y ait une crise pour intervenir. Et ça va nous coûter fou. Il a bien dit les millions de dollars qui ont été dépensés dans le passé pour contrôler l'épidémie d'Ebola. Les pays ont fait des plans de, comment on dit ça, preparedness plans, les plans de, comment on dit ça en français? Oui. Nous avons des plans, c'est un petit budget. Les gouvernements ont essayé d'investir autant qu'ils pouvaient. Et j'ai l'impression que les organisations attendent qu'il y ait des cas dans les pays pour courir après la crise. Et ça va nous coûter des vies humaines, ça va nous coûter un budget fou. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts? Qu'est-ce qu'on fait pour faire la prévention? C'est un budget très, très, très restreint. On en parle tout le temps, on en parle, mais j'ai l'impression que... On va peut-être laisser répondre, parce que le temps presse. On va peut-être laisser répondre. John, could you answer? Sure. Thank you, Minister. That's exactly what we at the Africa CDC, of course, in collaboration with WHO and other partners, are encouraging and working with neighboring countries to the DRC to have preparedness plans there. It's also important to cost those plans and also to begin to simulate the occurrences there. I think if, of course, Rwanda is a neighboring country and a country of concern to all of us, as well as Uganda, I think we appreciate the progress that your country has made, as well as Uganda. I mean, we just need to move forward with the simulation exercises of exactly those plans that you have in place. And I mean, Africa CDC is happy to partner with you to initiate some simulation plans. Thank you. Ma question concerne la possibilité de mettre ensemble donc, les centres de prévention et la recherche sur les HIV avec les HPV. Bon, on sait actuellement que les femmes qui ont l'HIV positif, ils ont plus de facilité aussi d'attraper le virus qui est la cause du cancer cervical. Donc, est-ce qu'on ne peut pas créer des synergies dans ce sens? Je vais laisser Slim Abdul Karim répondre à cette question, mais je pense que dans certains centres, ça se fait déjà. Yes, thank you very much for that question. Just to give a very short answer, I'm happy to expound on this during the lunch break. But just to say that HIV, the presence of HIV exacerbates the pathogenic process that HPV undertakes in the cervical tissue. And so we see much worse cervical cancer. But now we are rolling out steadily, country by country, throughout Southern Africa and coming up East Africa that I'm aware of, the HPV vaccine. Gavi has now obtained a price that's affordable and is now rolling it out in many of these countries. So we would be seeing HPV getting to a state within the next 10 years or so where hepatitis B is. Hepatitis B used to be the largest cause of liver cancer. Right now, HPV is the largest cause of cervical cancer, but we will steadily see that disappearing with time. Thank you very much, Slim. Je pense que le temps presse, nous sommes obligés de conclure. Je voudrais simplement remercier l'ensemble des intervenants dans ce panel. Juste dire deux mots en conclusion. Si je prends simplement les mots-clés que j'ai entendus durant ces interventions, je dirais que la première chose, bien sûr, ce qui est important dans la réponse aux épidémies,
c'est mettre en place un système de surveillance absolument efficace, capable de répondre rapidement. C'était un petit peu l'objectif de créer le CDC justement en Afrique, de développer des réseaux d'excellence en Afrique, des réseaux à la fois pour la prévention, pour le diagnostic, mais aussi des réseaux de recherche et des réseaux qui contribuent aussi à la formation par la recherche. Le réseau international des instituts Pasteur compte parmi les objectifs et compte parmi un réseau qui peut être intégré et interagir avec d'autres réseaux. Ça me paraît important de coopérer, on l'a entendu, la coopération avec d'autres institutions, que ce soit des institutions en Europe, que ce soit des institutions aux États-Unis, que ce soit des universités. La coopération est quelque chose de critique et quand on dit coopération, ça veut dire aussi une meilleure coordination des efforts au niveau international. Enfin, je voudrais mentionner ce qui a été dit sur le rôle des associations et le rôle des associations de jeunes étudiants en médecine ou en pharmacie qui peuvent jouer effectivement un rôle extrêmement important dans la sensibilisation du public. Et puis, pour terminer, je dirais, ce qu'a mentionné Slim au départ me paraît important. Il a mentionné l'exemple TB, HIV. Il faut, si on veut mieux répondre aux épidémies, avoir une meilleure intégration de tous les problèmes de santé de façon à dépenser peut-être un peu moins d'argent, être plus efficace en intégrant réellement l'ensemble des grandes maladies qui font l'objet aujourd'hui des grandes épidémies. Voilà, en conclusion, une chose qui n'a pas été dit, le renforcement du partenariat public-privé est certainement quelque chose qui peut être extrêmement important aussi en réponse au problème qu'a soulevé de financement qu'a soulevé entre autres Nicolas Médard. Merci à tous, bon déjeuner. Professeur, vous méritez des applaudissements. Mesdames, Messieurs, nous avons franchement assisté à un panel de haute facture. Nous avons eu ce prix Nobel qui a présidé ce panel. Elle nous a gratifié de son expérience, mais également elle a mené des coups de maître, ce panel. Vous méritez des félicitations, madame. Également parmi les participants, deux Sénégalais. Le professeur Souleymane Mboup, connu pour son expérience par rapport au VIH2, mais également rappelé qu'il a été lauréat du Grand Prix du chef de l'État ici au Sénégal, le professeur Souleymane Mboup. Le professeur Amadou Sall, nous avons connu à travers son expérience, mais également quand il a montré toute son éloquence avec l'apparition du sida déjà avec des expériences, mais pour le cas d'Ebola, vous avez, avec madame le professeur ministre d'État, professeur Aoumar Kolsek, montré toute votre disponibilité avec l'Institut Pasteur. C'est ainsi que madame le ministre d'État nous avait également instruit à intégrer dans le dispositif le CDC. Donc, mon cher, votre présence également témoigne de l'expérience que le CDC a en Afrique. Monsieur le ministre de la Santé, merci. Merci pour votre contribution. On se donne rendez-vous à 14h30 dans cette même salle. À tout à l'heure.